Bismillahirrahmanirrahim. Beaucoup de médecins sont régulièrement confrontés aux problèmes liés au décubitus, en raison de la multitude des affections qui peuvent conduire à un alitement prolongé. La question de la prévention est tout à fait primordiale lorsqu'on aborde les complications de l'immobilité. D'une part, en raison de leurs conséquences gravissimes sur le patient, et d'autre part, à cause de la difficulté de la prise en charge de ces problèmes une fois constitués. À la fin de ce cours, vous devez pouvoir, premièrement, énumérer les complications de l'immobilité et de l'alitement prolongé. Deuxièmement, décrire ce qu'il faut faire pour prévenir les troubles liés au décubitus. Et troisièmement, si ces troubles surviennent, quelles seront les attitudes thérapeutiques pour les prendre en charge et comment planifier le suivi du patient. Comme introduction, on dira que la vie est rythmée par l'alternance de jours et de nuits, de périodes d'activité et de périodes de repos. Toute rupture de ce rythme agit comme un traumatisme dont les conséquences peuvent se répercuter au niveau de toutes les fonctions organiques de la personne, à savoir les fonctions cardiovasculaires, respiratoires, digestives, etc. Les conséquences peuvent être dramatiques et ont la particularité de s'auto-aggraver, réalisant un véritable cercle vicieux. Il est donc prioritaire de les prévenir, de les repérer rapidement et de les traiter le plus tôt possible. Parmi les causes responsables de l'alitement, les atteintes cérébrales induisant une perte de la conscience, que ce soit d'origine traumatique ou suite à une intoxication ou à une anoxie cérébrale. D'autres maladies n'induisant pas nécessairement un coma peuvent aboutir à un décubitus prolongé, notamment les causes neurologiques, qui constituent jusqu'à 40% des causes de décubitus, comme les accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques ou encore les blessures médulaires. Parmi les causes psychiatriques, citons les démences et les détériorations mentales. Et enfin, comme pathologie affectant l'appareil locomoteur, on a les rhumatismes à un stade avancé de la maladie ou les fractures des membres inférieurs ou du bassin. Les complications du décubitus ne sont généralement pas dues à une cause unique, mais à l'association de plusieurs facteurs initiant ou aggravant ces troubles. Les premiers facteurs sont la perte des contraintes liées à la gravité et à la mobilité. Ajoutez à cela les pathologies à l'origine du décubitus, surtout celles affectant la sensibilité. Le stress, souvent présent dans ce type de situation, est un facteur aggravant, pouvant accélérer la survenue de ces complications. Le décubitus prolongé retentit sur de multiples appareils. Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est l'escar, car elle est visible et facilement reconnaissable. Mais il y a plus grave encore. Ce sont les thromboses veineuses profondes qui peuvent menacer la vie du patient. Le ralentissement des fluides et des matières est à l'origine de complications sur l'appareil respiratoire, avec la fréquence des encombrements bronchiques, sur l'appareil digestif avec constipation fréquente, ainsi que sur l'appareil urinaire avec des infections et des lithiases. L'appareil locomoteur est également affecté, ainsi que le système neurosensoriel. Il faut signaler que la chronologie d'installation de ces troubles n'est pas la même. Certaines complications sont d'installation précoce, comme l'escar, la phlébite et les troubles urinaires, et d'autres sont d'apparition tardive, comme les raideurs articulaires, l'ostéoporose et les troubles psychologiques. Commençons par la plus précoce des complications, l'escar. L'escar est une des complications les plus fréquentes du décubitus, principalement chez les blessés médulaires et les personnes âgées. Ce n'est pas un problème banal, elle doit être considérée comme un problème sérieux qui altère l'image corporelle et dans certains cas peut menacer la vie du patient. Il s'agit d'une ischémie qui peut devenir nécrose, intéressant d'abord les tissus cutanés et s'étendant éventuellement en profondeur. Elle est due à une pression prolongée, appliquée sur les parties molles, qui dépasse la pression de perfusion capillaire. Le problème de l'escar, c'est qu'elle peut survenir en quelques heures, et souvent, l'entourage est surpris par sa constitution rapide. Cette constitution est d'autant plus rapide si le patient présente déjà des facteurs de risque qu'on verra plus tard dans ce cours. Voyons maintenant comment se constitue l'escar. Deux facteurs majeurs entrent en ligne de compte. La pression et le cisaillement. La pression est une force perpendiculaire qui s'exerce entre un plan rigide et une proéminence osseuse,
entraînant un pincement des vaisseaux sanguins et une ischémie tissulaire de la zone concernée par les perturbations vasculaires. Un phénomène de microthrombose et d'inflammation peut se surajouter, aggravant l'ischémie. Si cette pression est soit trop prolongée ou très forte, les lésions vont devenir irréversibles et conduire à une nécrose. En position couchée, les pressions sont de l'ordre de 100 mm de mercure. Une escarre peut se constituer en 4 heures ou moins en présence de facteurs de risque. Le deuxième mécanisme physiopathologique, moins connu que le précédent, mais plus dangereux encore, c'est le cisaillement. C'est une force qui s'exerce de façon tangentielle entre le tissu superficiel et les tissus profonds, provoquant des lésions de la microcirculation plus importantes que la pression seule, d'où le rétrécissement, voire l'occlusion des capillaires qui va donner l'ischémie. Le sacrum est typiquement l'endroit le plus touché, surtout si on glisse le patient de la position couchée pour le mettre en position semi-assise, ou à partir de cette position semi-assise, 30 à 30 degrés, il glisse dans son lit. À mentionner que l'escarre dû au cisaillement ne se trouve pas nécessairement en regard d'une saillie osseuse. Passons maintenant aux facteurs de risque qui peuvent entraîner ou aggraver une escarre. Les premiers sont les facteurs mécaniques, c'est-à-dire une hyperpression due à une mauvaise position ou au fait que la surface sur laquelle est allongée la personne est trop dure, ainsi que le cisaillement qu'on vient de voir, principalement au cours des transferts, de frottements ou de soins locaux agressifs. Les facteurs environnementaux sont importants à connaître, car on peut les éviter. Il s'agit de l'humidité causée par une transpiration excessive ou par des fuites urinaires, l'hyperthermie, les corps étrangers dans le lit, comme les miettes de pain, ou simplement la présence de plis dans le drap. Il existe des facteurs liés à la pathologie, comme le coma ou l'existence d'une paralysie avec troubles sensitifs, la dénutrition, qui est définie par un indice de masse corporelle inférieur à 18 ou un taux d'albumine inférieur à 35 grammes, la déshydratation, la prise de certains médicaments, comme les corticoïdes, l'ergotamine, les alpha-bloquants. Et il existe également des facteurs sur lesquels il est impossible d'agir, comme l'âge avancé. L'hypoxie systémique aggrave l'hypoxie tissulaire, induite par la compression. Cette hypoxie peut être causée par la fièvre, l'athérosclérose, le diabète, l'hypotension, l'anémie ou les pathologies respiratoires. Il existe plusieurs échelles permettant d'évaluer le risque d'escarre. Les plus utilisées sont celles de Waterloo, utilisées en service de chirurgie, l'échelle de Norton, utilisée pour les patients âgés, et celle de Braden, illustrée ici, car elle est claire et simple d'utilisation. Cette échelle comporte 6 items. La sensibilité, l'humidité, l'activité, la mobilité, la nutrition. Ces items sont cotés de 1 à 4, en plus des frictions et frottements cotés de 1 à 3. Le risque élevé de survenue d'escarre commence lorsque ce score est inférieur à 12. Il est très élevé lorsqu'il est inférieur à 7. Il faudra alors mettre en place une stratégie de prévention adaptée. Les régions sur lesquelles le patient peut développer des escarres dépendent de ses zones d'appui et donc de sa position sur le lit. En décubitus dorsal, les zones à risque sont l'occiput, surtout pour les patients comateux, les épines des scapulas, les coudes, les apophyses épineuses du rachis dorsal, mais surtout la région sacro-fessière et les talons. En décubitus latéral, les escarres se développent préférentiellement sur l'oreille, le coude, la tête humérale, le trochanter, les faces internes des genoux, si un membre repose sur l'autre, la tête de la fibula, la malléole externe et le bord externe du pied. Il ne faudra pas oublier que l'escarre peut se constituer non seulement à cause de la position du patient, mais aussi à cause des dispositifs médicaux en contact de la peau, comme les lunettes à oxygène qui peuvent entraîner l'escarre des oreilles, la sonde gastrique qui peut entraîner des escarres de la cloison nasale et la sonde urinaire qui peut entraîner une escarre du pénis. Voyons maintenant les différents stades cliniques de l'escarre. Rappelons que la couche la plus superficielle de la peau est représentée par l'épiderme. En dessous, il y a le derme et plus profondément, l'hypoderme et la graisse. Et ensuite, on trouve l'aponévrose et le muscle qui recouvre l'os. En absence de mesures prophylactiques adéquates, l'évolution de l'escarre se fait comme suit.
Le premier stade concerne la couche la plus superficielle de la peau. Il se manifeste chez les personnes à peau claire par une rougeur en l'absence d'un problème dermatologique connu. Pour les personnes à peau foncée, ce stade se manifeste par une coloration rouge, bleue ou violacée de la zone concernée. Cette modification de la couleur cutanée ne disparaît pas à la vitropression. Dans ces deux cas, il n'existe pas d'effraction cutanée. La zone concernée peut devenir chaude, œdématiée, indurée, avec parfois sensation de démangeaison. Le stade 2 de l'escar est celui de la phlyctène, avec ou sans effraction cutanée. L'ulcération, qui reste superficielle, concerne l'épiderme, plus ou moins le derme. Le stade 1 et 2 sont rapidement réversibles. Le stade 3 est une lésion cutanée qui intéresse toute la couche de la peau, entraînant une souffrance ou une nécrose du tissu sous-cutané, pouvant s'étendre au-dessous, mais ne dépassant pas le fascia des muscles sous-jacents. Cliniquement, ce stade se manifeste par un cratère au niveau de la peau. Le stade 4 est une escarre importante, profonde et extensive, avec nécrose des tissus et détérioration du muscle, de l'os ou des structures sous-jacentes. Le stade 5 est celui des escarres multiples de stades différents. Il faut savoir que l'escarre, en s'étendant en profondeur, peut se compliquer, notamment à la suite d'une infection qui peut aboutir à la formation d'un abcès profond, d'une ostéite ou ostéoarthrite ou même d'une septicémie. La cicatrisation de l'escarre peut s'arrêter et l'escarre peut devenir atone et elle peut être le siège d'une hémorragie. Si l'escarre ne cicatrise pas ou récidive fréquemment, on peut voir se développer un carcinome épidermoïde sur le lit de l'escarre. Maintenant que nous avons vu la gravité de l'escarre et la rapidité de sa survenue, voyons à présent comment l'éviter. D'abord, on doit mentionner que la prévention de l'escarre est une nécessité et toute personne prenant en charge un malade à risque a un devoir d'alerte. La présence d'une escarre indique un défaut de vigilance. Pour éviter l'apparition des escarres, il faudra d'abord s'assurer que l'apport calorique et hydrique sont suffisants afin de maintenir un bon état nutritionnel du patient. Une bonne hygiène du patient et de sa literie est indispensable pour éviter toute situation de macération ou de frottement de la peau contre les plis du drap. Il est recommandé de prescrire des lits spéciaux pour diminuer les phénomènes compressifs. Ils peuvent être statiques ou dynamiques. L'utilisation de coussins de décharge peut s'avérer très utile. Et bien sûr, il faudra impliquer le patient et son entourage et leur montrer les techniques de prévention qu'on verra maintenant. Il faudra s'assurer que le patient ne garde pas la même position pendant plus de 3 heures, et cela pour soulager les zones d'appui, en alternant entre le décubitus dorsal, le semi-latéral, comme sur la figure, et la position assise. Ces positions doivent être sécurisées. Il est recommandé d'examiner les zones d'appui après chaque retournement et de faire des effleurages de ces zones, avec éventuellement glaçage et friction à l'alcool des zones déjà érythémateuses. Il faudra également éviter les points d'appui sur du matériel comme la sonde urinaire ou autre. En respectant les mesures que nous venons de citer, votre patient ne devra pas faire d'escarre. Dans le cas où vous recevez un patient avec une escarre déjà constituée, il faudra bien sûr la décharger, c'est-à-dire lever la compression sur la plaie, et puis lancer les soins locaux et traiter l'infection le cas échéant. Dans le cas où l'escarre ne cicatrise pas, il faudra recourir à la chirurgie. Après l'escarre, passons maintenant à ce qui constitue la hantise du personnel soignant. Ce sont évidemment les complications cardiovasculaires. La première complication qui vient à l'esprit, et la plus fréquente d'ailleurs, c'est la thrombose. Elle est due à 2 mécanismes. D'une part, à des modifications des volumes, avec augmentation du volume sanguin central et diminution du volume périphérique, et d'autre part à une stase veineuse, à cause de l'immobilité et à l'inefficacité des valvules veineuses. La plus grave des localisations thrombotiques intéresse la cuisse, car le risque d'embolie pulmonaire est ici important. Mais la plus fréquente des localisations, c'est la partie distale des jambes. Un examen très simple des mollets à la recherche de signes de Homans permet de la détecter. La prévention des thromboses se fait par des mesures simples, comme la contention par bas,
la verticalisation précoce. Sinon, il faudra administrer un traitement héparinique, sans oublier de travailler activement les membres inférieurs. Si la thrombose est déjà constituée, il faudra lancer un traitement curatif et éviter de trop bouger le membre. L'autre complication est classique, c'est l'hypotension orthostatique qui est due à des modifications structurelles du muscle cardiaque et à la chute du volume d'éjection systolique, ce qui aura comme conséquence une diminution des capacités d'endurance. La prévention de cette désadaptation cardiaque se fait là aussi par le port de bas de contention élastique pour empêcher le sang de refluer vers les jambes en position debout, par une mise progressive en position verticale sans brusquer le patient et par un réentraînement à l'effort si l'état du patient le permet. Pas loin du système cardiaque, le système ventilatoire va lui aussi souffrir du décubitus prolongé et peut également compromettre le pronostic vital. Les complications respiratoires sont principalement dues à l'encombrement bronchique, causé par la faiblesse des muscles respiratoires, comme c'est le cas dans les tétraplégies par exemple. La toux devient impossible ou inefficace et l'altération de la cinétique mucociliaire va entraîner une stagnation des sécrétions, ce qui va constituer un milieu propice pour la survenue d'infections. La surveillance se fait par l'inspection des sécrétions, qui peuvent changer de couleur en cas d'infection, et par la prise de la température. La prévention de l'encombrement bronchique se fait d'abord par l'éviction des coups de froid, lors des soins d'hygiène ou de déplacement hors du service, par les techniques de drainage bronchique après avoir fluidifié les sécrétions, par une bonne hydratation et éventuellement par l'administration de mucolytiques. Les pneumopathies sont fréquentes en cas de fausse route par trouble de déglutition ou par reflux gastro-œsophagien, mais aussi par le non-respect des règles d'hygiène, surtout lors des aspirations bronchiques et à cause des infections transmises par les mains des soignants, surtout pour les patients hospitalisés. La suspicion de pneumopathie se fait suite à l'apparition ou l'aggravation d'une dyspnée et sur la constatation d'une cyanose. La prévention des pneumopathies se fait par une bonne installation au lit, par la mise en place d'une sonde gastrique en cas de fausse route inquiétante et aussi par le respect de l'asepsie lors des soins ou de la manutention. Les problèmes respiratoires déjà cités peuvent entraîner une atelectasie qui peut se manifester par une dyspnée et une douleur thoracique. Il faudra la prévenir par l'hyperventilation dirigée et par les différents moyens de désencombrement bronchique. Donc, si on veut résumer les complications respiratoires du décubitus, on pourra dire que la décompensation musculaire, due par exemple à une paralysie, entraîne un syndrome restrictif avec la modification du rapport ventilation-perfusion. Ensuite, il y aura constitution d'une stase bronchique qui entraîne un syndrome obstructif pouvant aboutir à une insuffisance respiratoire qui peut, à son tour, aggraver le déconditionnement cardiovasculaire. Voyons maintenant une des complications gênantes de l'immobilité, à savoir les complications digestives, représentées principalement par la constipation, le RGO et l'ulcère de stress. La constipation, qui est une stase du gros intestin, entraîne des selles peu fréquentes, c'est-à-dire moins de 3 fois par semaine. Ceci peut être favorisé par la déshydratation, par certains médicaments qu'on donne pour soulager la douleur, comme la codéine ou la morphine, et par l'atteinte du système végétatif, comme lors de certaines blessures médulaires. On surveille la présence de ballonnements abdominaux, de nausées ou la sensation de plénitude rectale. Cette constipation peut aboutir à un syndrome occlusif. Comme pour la prévention des autres complications du décubitus, on essaiera de verticaliser nos patients dès que possible. Les laxatifs ou lubrifiants sont utilisés au besoin, mais il faudra surtout insister sur la bonne hydratation et sur l'alimentation riche en légumes verts et en fruits. On peut également indiquer le massage du cadre colique, l'évacuation d'un fécalome ou même le lavement non irritant en cas d'échec des autres mesures. Un dernier point, c'est celui du respect de l'intimité et de la pudeur de la personnalité. Trop de visites à des moments inopportuns ne fait qu'aggraver la rétention de ces patients, qui parfois arrêtent de s'alimenter pour éviter de faire leurs besoins. Le reflux gastro-œsophagien, ressenti sous forme de pyrosis et occasionnant parfois des fausses routes, est favorisé par le décubitus strict et par une alimentation faible en fibres. Ce risque augmente avec l'âge,
car le réflexe de déglutition diminue et peut être responsable de complications pulmonaires sérieuses. Il faudra donc faire attention à l'apparition d'une toux ou de la modification de la voix, surtout lors des premières prises alimentaires. Pour cela, on devra informer la famille des risques, leur conseiller un type d'alimentation adapté au patient, de fractionner le repas, de mettre le patient en position assise ou demi-assise pendant les repas et 1 heure après les repas. Si le patient peut s'alimenter tout seul, c'est mieux, car il va manger à son rythme. Et parfois, on sera obligé de prescrire certains médicaments contre le RGO, comme les alginates. Les complications urinaires sont fréquentes chez les patients alités, même en dehors d'un problème préexistant. Si par ailleurs le patient souffre d'un problème neurologique altérant la vidange vésicale, ces complications seront encore plus graves et plus difficiles à contrôler. La plus fréquente des complications urinaires, c'est l'infection. Ce risque est lié au fait que le patient urine en position allongée, donc la vessie ne se vide pas complètement. La sonde à demeure est également une porte d'entrée pour les germes. La lithiase calcique, qui peut aggraver l'infection, survient pour les mêmes raisons, et aussi à cause de l'hypercalciurie fréquente lors de l'alitement prolongé. Une autre cause d'infection est représentée par le fait que le patient alité a tendance à limiter ses apports hydriques pour de multiples raisons. Il peut ne pas sentir la soif, ou bien il a des difficultés à se servir l'eau tout seul, ou parce qu'il a peur de déranger son entourage en demandant le bassin à chaque miction. Ces problèmes d'infection, de lithiase et de rétention peuvent aboutir à une insuffisance rénale à long terme. La surveillance d'une éventuelle infection urinaire se fait par la prise de la température et du pouls, ainsi que la surveillance de la quantité et la qualité des urines, et si besoin le CB des urines avec antibiogramme. Quant à la prévention, elle se fait par les boissons abondantes, l'acidification des urines, les antiseptiques urinaires, les antibiotiques au besoin et le sondage intermittent si le résidu est important. Plusieurs composants de l'appareil locomoteur sont affectés par le décubitus, notamment le squelette, les articulations et les muscles. En cas d'immobilité prolongée, la réduction des contraintes liées à la gravité induit une réduction de l'ostéoformation, avec augmentation de la résorption osseuse, qui intéresse aussi bien l'os trabéculaire que l'os cortical, ce qui va aboutir à une hypercalcémie accompagnée d'une hypercalciurie, source de lithiase urinaire. Ces phénomènes, d'abord réversibles à la reprise de l'appui, si le décubitus n'est pas très long, peuvent devenir durables si l'alitement se prolonge. À signaler que l'ostéoporose est indolore, mais peut être révélée par une fracture. Dans un but de prévention, le travail musculaire actif et la verticalisation précoce sont entrepris dès que possible. Le recours au biphosphonate par voie veineuse pourrait être bénéfique pour réduire la résorption osseuse. Les complications articulaires de l'alitement et de l'incurie nous posent un problème orthopédique sérieux. Il s'agit de raideurs articulaires qui peuvent être dues à la rétraction capsulaire ou à la dégénérescence du cartilage. Elles peuvent également s'installer à cause des rétractions tendino-ligamentaires. Dans ce cas, l'enraidissement articulaire se fait dans le sens du muscle le moins déficitaire en cas de paralysie, du muscle le plus hypertonique, ou selon les positions prises par le patient. Ces rétractions peuvent être prévenues par une bonne installation au lit, par des mobilisations articulaires passives ou actives et par des postures alternées. Le troisième mécanisme de raideur, et sur lequel malheureusement on ne possède aucun moyen préventif, est représenté par les paraostéoarthropathies neurogènes, appelées actuellement les ossifications hétérotopiques, qui se développent dans le tissu conjonctif des parties molles périarticulaires au voisinage des grosses articulations. Elles entraînent une ankylose articulaire dont le seul traitement est l'exérèse chirurgicale. Elles surviennent principalement lors des lésions neurologiques centrales ou au cours d'une sédation prolongée. En raison de la perte des contraintes gravitaires et de la motricité active, le muscle va perdre son volume. Il s'agit d'une atrophie musculaire de non-usage, d'où une perte des propriétés musculaires comme la force, l'endurance, l'extensibilité et l'élasticité. Du point de vue histologique, on verra une réduction du diamètre et du nombre des fibres musculaires, ainsi qu'une involution graisseuse du muscle. La prévention de ce type de complications se fait par les contractions isométriques des masses musculaires
et par le travail contre résistance s'il est possible. À la fin de ce cours, voyons un type de complication auquel on ne fait pas très attention et pourtant très gênant une fois installé et parfois même irréversible. Il s'agit des complications neurologiques, dont la première est représentée par la compression des nerfs périphériques, qui est le plus souvent observée après une phase de coma ou lors du maintien prolongé d'une position donnée. Les compressions des nerfs périphériques se traduisent cliniquement par un déficit sensitivo-moteur de topographie tronculaire. Les atteintes les plus souvent retrouvées sont celles qui intéressent le nerf ulnaire dans la gouttière épitrocléo-olecrânienne, le nerf radial dans sa gouttière à la face postérieure de l'humérus. On peut également avoir la compression du nerf sciatique en arrière de l'extrémité supérieure du fémur et plus fréquemment encore la compression du nerf fibulaire commun au col de la fibula. L'examen clinique précise le caractère complet ou non du déficit et l'EMG permet de différencier les neuropraxies, dont le pronostic est habituellement bon, des atteintes axonales, dont l'évolution est moins favorable. Ces compressions sont à distinguer des neuropathies diffuses des 4 membres observés chez les patients de réanimation, appelées aussi polyneuropathie de réanimation, dont le mécanisme n'est pas lié à la compression. La prévention des compressions nerveuses passe par l'installation correcte du patient et par les changements réguliers de position, ce qui permettra de modifier les points d'appui sur le support. On peut aussi utiliser des orthèses de positionnement. Un autre problème, souvent négligé chez les sujets alités, est représenté par les douleurs, qui peuvent être dues à certaines complications que nous venons de voir, comme les escarres, les complications locomotrices ou les douleurs neurologiques, et peuvent également être liées aux soins médicaux et rééducatifs. Ces douleurs justifient un traitement médical spécifique et adapté. Une personnalité, à cause de sa situation en privation sensorielle, va perdre le sens de la verticalité. Et comme pour le déconditionnement physique, la personne immobile va développer un déconditionnement sensoriel lié à la réduction d'utilisation des informations, principalement visuelles et somesthésiques. Le rythme nictéméral de la personne alitée va être perturbé, surtout avec l'utilisation de la lumière artificielle pendant la journée, ce qui favorise la survenue de confusion mentale et d'hallucinations. Et on termine par les conséquences psychiques de l'alitement, influencées par l'âge du patient, par la pathologie à l'origine du décubitus et par le caractère définitif ou non des déficiences. Il peut s'agir d'un syndrome confusionnel, d'une réaction d'angoisse ou carrément d'un syndrome de glissement qui peut survenir après un intervalle libre. Il se manifeste par une dépression mélancolique, un mutisme, une anorexie et une adypsie. La nécessité d'aide humaine pour les soins d'hygiène, les fonctions sphinctériennes ou parfois pour l'alimentation peuvent induire une régression psychologique, une dépression, pouvant même aboutir à une décompensation névrotique. L'écoute de l'équipe soignante, l'information du patient, l'aide au maintien de contact sont ici essentielles. Outre la prise en charge psychologique par l'équipe soignante et par des psychothérapeutes, on peut avoir recours à des psychotropes, comme les anxiolytiques ou les neuroleptiques, en tenant compte du rapport efficacité-effet secondaire, avec une prudence particulière chez le sujet âgé, chez qui le risque de confusion ou d'aggravation d'un syndrome démentiel préexistant est augmenté. Nous arrivons à la fin de ce cours. On a vu que les complications du décubitus, ce n'est pas seulement l'escar, mais bien d'autres systèmes peuvent être concernés. Et ces complications peuvent être invalidantes ou même mortelles. Elles impliquent des dépenses importantes, surtout s'il y a passage à la chronicité. Pour éviter cela, il faudra appliquer les mesures préventives le plus précocement possible. Cette prévention implique la mise en œuvre de plusieurs stratégies, dont la plus importante est d'envisager le lever précoce du patient quand cela est possible. Je vous remercie de votre attention.